Lors de ma répétition, mon père a haussé le ton, nous repoussons ce mariage pour que ta sœur passe en premier. L'organisatrice s'est figée net. J'ai dit à cette dernière de tout maintenir comme prévu. Ma sœur m'a sifflé entre les dents, pourquoi tu ne te bats pas? J'ai souri, parce que samedi n'est pas le jour que tu crois. Lors de ma répétition, mon père a haussé la voix assez fort pour que le quatuor à cordes arrête de s'accorder. Nous repoussons ce mariage, pour que ta sœur passe en premier. L'organisatrice s'est figée en plein mouvement, un talon encore décollé du sol. Je lui ai dit de tout garder exactement comme réservé. Ma sœur s'est penchée et a sifflé. Pourquoi ne te bats-tu pas? J'ai souri et dit que samedi n'était pas le jour qu'elle pensait. Laissez-moi revenir en arrière, car cette phrase m'a pris 6 mois à mériter et j'ai besoin que vous compreniez que je ne suis pas une personne dramatique. Je suis, de par mon métier, l'opposé du dramatique. Je m'appelle Delaney Fletcher. J'ai 31 ans et je suis expert comptable judiciaire. Tout mon travail consiste à m'asseoir dans une pièce calme avec les chiffres des autres et à attendre que les chiffres me disent qui ment. Les entreprises engagent mon cabinet lorsque de l'argent a quitté un bâtiment et que personne n'admet avoir tenu la porte. Je lis les relevés bancaires comme d'autres lisent les visages. Je peux regarder 11 mois d'un grand livre et vous dire quel employé a commencé à voler en mars. Comment ils l'ont caché en avril et ce qu'ils se sont dit en mai pour se sentir bien en juin. Les chiffres ne sont pas nerveux. Les chiffres ne changent pas leur histoire quand vous les fixez. C'est la seule raison pour laquelle je les aime. Et c'est la seule raison pour laquelle ma famille n'a jamais compris un mot de ce que je faisais dans la vie. Pour mes parents, mon travail était une blague. Mon père, Gérald, appelait ça jouer avec des feuilles de calcul. Ma mère, Diane, disait aux voisins que je travaillais dans un bureau, quelque chose avec les impôts. Aucun d'eux n'aurait pu vous dire ce que signifiait le judiciaire même si vous leur aviez offert de l'argent, ce qui est drôle parce que l'argent était le seul sujet dont ils pouvaient parler tous les trois pendant des heures. Tant que l'argent en question était le mien. Ma sœur s'appelle Vivien, de 2 ans mon aînée, et depuis le jour où j'ai été assez vieille pour le remarquer, elle était le fils autour duquel nous gravitions tous. Vive était la belle, celle dont les bulletins scolaires étaient encadrés, dont les mauvaises décisions étaient qualifiées de fougueuses, dont les dettes étaient appelées une mauvaise passe. J'étais la fiable. Dans ma famille, fiable n'est pas un compliment. Fiable signifie que vous êtes celle qui n'a besoin de rien, ce qui est une chose très pratique à décider à propos d'un enfant. Cela signifie que lorsqu'il y a une bonne chose à donner, elle va à l'autre. Et on vous dit que vous comprenez. J'ai compris tant de choses pendant si longtemps que j'ai presque oublié que la compréhension était quelque chose qu'il me faisait subir et non une vertu que j'avais choisie. Je vais vous donner un souvenir parce que c'est la clé de tous les autres. J'avais 9 ans et Vivien en avait 11. Et nous voulions toutes les deux la même chose cette année-là, une place dans un programme d'été, le genre qui coûtait de l'argent et qui avait une seule bourse par famille. J'ai été admise au mérite. Mes résultats au test l'ont emporté. Vivien a été mise sur liste d'attente, et je me souviens être assise à la table de la cuisine pendant que mes parents discutaient devant moi comme si j'étais un meuble auquel on avait attribué une valeur incommode. Et mon père a dit que Delaney aurait d'autres chances. Que c'était le genre de fille qui retombait sur ses pieds. Que Vive en avait plus besoin. Et donc ma place, celle que j'avais méritée, a été discrètement transférée à ma sœur grâce à un appel téléphonique et une histoire triste. Je n'ai pas pleuré. J'étais déjà à 9 ans la fille qui ne pleurait pas. Je l'ai juste classée. J'ai classé la forme exacte de la logique selon laquelle être capable était une raison pour recevoir moins et que le besoin de ma sœur serait toujours considéré comme plus réel que ma réussite. 22 ans plus tard, mon père s'assiérait à une table différente et ferait exactement le même calcul à propos d'un mariage. Et cette fois, j'avais un dossier assez épais pour lui répondre. Mais je veux que vous voyiez que le calcul n'a jamais changé. Seulement moi. Au moment où je suis devenu adulte, le schéma s'était durci en quelque chose que toute la famille élargie acceptait simplement comme la météo. Vivien avait une année difficile environ tous les 18 mois, et chaque année difficile coûtait quelque chose à la famille, et la famille le trouvait toujours, et personne ne demandait jamais d'où venait l'argent parce que l'argent venait de plus en plus de la fille qui retombe sur ses pieds. J'ai co-signé un contrat de location de voiture pour Vive quand j'avais 26 ans, qu'elle n'a pas respecté en moins d'1 an. J'ai encaissé le coup sur mon crédit et les réparé moi-même et je n'ai rien dit parce que dire quelque chose aurait fait de moi la difficile. Et être la difficile était le seul crime que ma famille punissait réellement.
Chaque fois que j'absorbais une perte en silence, je leur enseignais la même leçon, qu'on pouvait puiser en moi sans conséquence. J'étais, dans le langage de ma propre profession, un compte sans alerte à la fraude et personne ne surveillait les relevés. Je les avais entraînés sans le vouloir à me voir exactement comme un escroc voit une entreprise endormie, comme une source de fonds qui ne regarderait jamais de trop près. Je passerai 6 mois de ma trentaine à leur désapprendre cela, un document à la fois. Alors, quand je me suis fiancé, je savais déjà comment ça se passerait. Mon fiancé s'appelle Théo Marche. Théo construit des ponts, des vrais, ceux qui supportent du poids. Et il est l'être humain le plus calme que j'ai jamais rencontré, ce qui n'est pas peu dire pour une femme qui fait ce métier. Quand j'ai annoncé à mes parents que nous étions fiancés, la première question de ma mère n'a pas été de savoir quand, ni de me féliciter, ni de me demander si elle pouvait voir la bague. Sa première question a été de me demander si je l'avais dit à Vivien, en ajoutant que je savais qu'elle traversait une période difficile. C'était toute la phrase. Mes fiançailles, dès le premier souffle, étaient déjà un fardeau que j'imposais à ma sœur. Je me souviens du dîner de fiançailles, si on peut l'appeler ainsi. Théo et moi sommes allés en voiture chez mes parents, la maison où j'avais plus d'une fois, discrètement, aidé à payer les factures d'électricité, et je portais la bague, et j'étais, malgré tout ce que je savais d'eux, pleine d'espoir. C'est la partie qui m'embarrasse le plus en le racontant. 30 ans, une sceptique professionnelle, une femme qui lit la tromperie pour gagner sa vie. Et pourtant, je suis entré dans la salle à manger de ma mère en espérant que cette fois, la nouvelle de mon bonheur serait accueillie avec bonheur. Mon père a serré la main de Théo et lui a demandé en moins de 90 secondes combien il gagnait par an. Ma mère a admiré la bague juste assez longtemps pour demander combien elle avait coûté. Et quand Théo a gracieusement esquivé, elle s'est tournée vers moi et a dit que, eh bien, elle espérait que je ne prévoyais rien d'extravagant. Que je savais comment étaient les choses pour ma sœur en ce moment. La voilà de nouveau. Ma sœur, invoquée à mon dîner de fiançailles comme une raison pour moi de vouloir moins. Théo, qui n'a pas grandi dans cette ambiance, a passé sa main sous la table et a serré la mienne. Et plus tard dans la voiture, il m'a demandé tranquillement si c'était toujours comme ça. Et j'ai dit oui. Et il est resté silencieux un long moment puis a dit qu'il ne pensait pas que je savais à quel point c'était étrange de l'extérieur. Qu'il parlait de moi comme si j'étais une ressource. Il ne savait pas à quel point il avait raison. Moi non plus, pas encore. Mais le mot m'est resté, ressource. Et 3 mois plus tard, quand j'ai consulté mon rapport de crédit, ce serait le mot exact que j'utiliserais pour décrire ce que j'avais enfin compris qu'ils avaient toujours vu en me regardant. Ce que je n'ai pas dit à Théo cette nuit-là, parce que je ne le savais pas entièrement moi-même, c'était à quel point mon estime de soi était encore otage de leur approbation. J'avais construit toute une vie en dehors d'eux, une carrière, une réputation, un homme qui m'aimait simplement. Et pourtant, une partie de moi, âgée de 9 ans, était assise à cette table, attendant qu'on lui dise qu'elle était retombée sur ses pieds d'une manière qui comptait enfin. Cet espoir est la chose qu'ils ont exploitée. Pas mon argent d'abord. Mon espoir. L'argent n'était que le médium. Et la raison pour laquelle j'ai pu finalement faire ce que j'ai fait proprement, sans trembler, c'est que quelque part dans les 6 mois qui ont suivi, l'espoir est mort tranquillement. Et ce qui a grandi à sa place n'était pas la haine. C'était la clarté. La clarté est plus froide que la haine et bien plus utile. La haine vous rend bruyant. La clarté vous rend méticuleux. Je veux être juste envers la version de moi d'il y a 1 an. Elle espérait encore. Elle pensait que peut-être un mariage serait la chose qui ferait enfin que sa famille se montrerait pour elle comme elle se montrait pour Viv. Elle a réservé un lieu magnifique, le Linan Hall, une ancienne salle restaurée avec de hautes fenêtres et un jardin, et elle a fait ce que les filles sont censées pouvoir faire. Elle s'est laissé imaginer son père la conduisant à l'hôtel sans que cela concerne quelqu'un d'autre. J'ai payé la compte moi-même, de mon propre compte, parce que Théo et moi avions convenu que nous financerions notre propre mariage et ne devrions rien à personne. Cette seule décision, prise pour les raisons les plus simples, est la raison pour laquelle je suis en vie et assez bien pour vous raconter cette histoire avec un sourire. Mais je ne le savais pas encore. Je voulais juste mon jour. Le problème quand on est la fille fiable, c'est qu'on devient aussi l'infrastructure non rémunérée de la famille. Je faisais leurs impôts. J'ai remarqué 3 ans plus tôt que j'étais devenu la personne que ma mère appelait quand une facture semblait confuse. J'ai configuré les services bancaires en ligne de mon père.
Je n'y ai jamais réfléchi à deux fois parce qu'aider était la seule monnaie que j'avais jamais été autorisé à dépenser pour leur approbation. Ce que je n'ai compris que bien plus tard, c'est que chaque fois que je me connectais à un portail pour eux, chaque fois que je laissais ma mère me regarder taper, chaque fois que je signais un formulaire pour faciliter les choses, je leur donnais des morceaux de moi-même, mes informations, mes habitudes, ma signature, que j'avais signée devant eux un millier de fois sans réfléchir. Parce que qui étudie la signature de sa propre fille? Quelqu'un qui a l'intention de l'utiliser. Je veux faire une pause ici et vous parler de mon travail parce que ce n'est pas un détail. C'est la seule raison pour laquelle cette histoire a la fin qu'elle a. Et j'ai besoin que vous compreniez ce que je fais réellement avant de vous montrer ce que j'ai fait. En janvier, au bureau, j'étais à 3 mois d'une affaire impliquant une entreprise de construction de taille moyenne où environ 200 000 $ avaient disparu en 2 ans. Tout le monde supposait que c'était le nouveau contrôleur parce que le nouveau contrôleur était abrasif et que personne ne l'aimait. J'ai découvert au lieu de cela que c'était le propre neveu du fondateur, une figure aimée, le gars qui apportait des beignets le vendredi, qui avait acheminé des paiements vers une société écran qu'il avait créée. Et ce qui a résolu cette affaire n'était pas un aveu et pas une preuve irréfutable. C'était la patience. C'était le fait que le neveu, comme tout voleur, croyait qu'être aimé le rendait invisible. Il croyait que personne qu'il aimait ne rapprocherait jamais réellement le fichier des fournisseurs du registre des sociétés. Je l'ai rapproché. Cela a pris 11 semaines. Et quand je l'ai présenté au fondateur, la première réponse du fondateur, je ne l'oublierai jamais, a été de défendre le neveu. Il devait y avoir une explication. Il y en a toujours une. L'explication est que la personne que vous aimez vous a volé et a compté sur votre amour pour vous empêcher de vérifier. J'avais dit ces mots à un client en décembre. En janvier, je découvrirai que je les vivais. Donc, c'est ici que les chiffres entrent en jeu parce que c'est ici que l'histoire commence vraiment. 6 mois avant cette répétition, un mardi ordinaire de janvier, je faisais ma propre revue de fin d'année, une habitude professionnelle. Je consulte mon rapport de crédit chaque trimestre comme d'autres vérifient leur tension artérielle. Non pas parce que je suis anxieuse, mais parce que je sais exactement avec quelle discrétion une vie peut être démantelée par quelqu'un avec votre date de naissance et un peu de patience. J'ai consulté le rapport en m'attendant à ne rien voir. Au lieu de cela, j'ai vu 2 comptes que je n'avais pas ouverts. Une ligne de crédit personnel de 18 000 $ et un prêt à tempérament, un prêt non garanti de 45 000 $. Les 2 à jour, les 2 sur le papier à mon nom. Les 2 ouverts au cours de la dernière année auprès d'une banque où je n'avais jamais mis les pieds. Maintenant, la plupart des gens, quand ils voient ça, ressentent une secousse de peur, et je l'ai ressenti, une goutte froide dans l'estomac, le corps comprenant avant l'esprit. Mais juste derrière la peur est venu quelque chose en quoi j'ai appris à faire plus confiance qu'à la peur, qui est une sorte de calme. Parce que j'ai vu une centaine de cas de fraude et je connais la seule erreur la plus courante qu'une victime commet. Elle réagit. Elle appelle en panique. Elle confronte. Elle alerte la personne qui l'a fait avant d'avoir autre chose qu'un sentiment. Et au moment où elle le fait, la trace écrite se refroidit. L'histoire est réécrite. Un crime prouvable devient un malentendu familial que personne ne peut jamais cerner. J'ai vu des coupables repartir libres parce qu'une victime effrayée leur a donné 3 jours d'avertissement. Donc, je n'ai pas paniqué. Je me suis assise dans ma cuisine avec mon café qui refroidissait et j'ai pris une décision qui mettrait 6 mois à porter ses fruits. J'ai décidé que je n'étais pas une victime. J'étais une enquêtrice et c'était une affaire. Et je la traiterai comme je traite chaque affaire, discrètement, complètement, et avec une documentation si propre que le jour venu, le papier ferait l'accusation pour moi. Je ne dirai pas un mot jusqu'à ce que je puisse prouver chaque dollar. Et je soupçonnais déjà, comme on soupçonne la fin d'une histoire qu'on a lue 100 fois, exactement quelles empreintes digitales je trouverais dessus. Je veux vous dire que c'était difficile de garder le silence. Et ça l'a été, mais pas de la manière que vous pensez. La partie difficile n'était pas le secret. La partie difficile était de rentrer à la maison pour les dîners du dimanche et de regarder ma mère resservir le vin de mon père et d'entendre ma sœur se plaindre de son propriétaire. Tout ça. Savoir ce que je savais maintenant être possible. Et ne pas savoir encore jusqu'où ça allait. J'ai décidé que je les traiterais exactement comme je l'avais toujours fait. Delaney la fiable, la fille qui aide. Parce qu'un bon enquêteur ne change pas son comportement quand il soupçonne la cible. Il maintient la pièce confortable pour que la cible continue de parler.
Ce premier dîner du dimanche après la découverte a été la performance la plus difficile de ma vie. Je suis allé en voiture à la maison avec une lasagne que j'avais faite parce qu'apporter de la nourriture faisait partie de mon rôle. Et je me suis assise à la table où j'avais appris à 9 ans que mes réussites seraient taxées pour payer les besoins de ma sœur. Et j'ai regardé ma mère verser le vin de mon père. Et j'ai regardé Vivien décrire longuement un week-end au spa qu'elle s'était irgendouille permis. Et j'ai mangé et j'ai souri et à l'intérieur j'étais une surface froide et immobile avec une affaire entière se déroulant en dessous. Ma mère, à un moment donné, a posé sa main sur la mienne et a dit que je semblais calme dernièrement. Que le mariage me posait. Et j'ai dit que c'était le cas. Ce qui était vrai d'une manière qu'elle n'aurait pas pu imaginer. Ce qui me posait n'était pas le mariage. C'était le fait que pour la première fois de ma vie, je savais exactement ce qui se passait dans ma famille, au dollar près. Et la connaissance, même la connaissance laide, est un terrain plus stable que l'espoir ne l'a jamais été. J'avais passé 30 ans en déséquilibre dans cette maison, toujours à deviner, toujours à tendre la main. Maintenant, j'avais les relevés. Vous ne pouvez pas déséquilibrer une personne qui se tient sur des chiffres rapprochés. La performance avait un deuxième but au-delà de faire parler la cible. Et je vais être honnête à ce sujet parce que j'ai été honnête sur tout le reste. J'avais besoin de plus de données et les données étaient à cette table. Au cours des mois suivants de dîner du dimanche, j'ai appris à poser les questions les plus douces possibles et à laisser les gens y répondre. J'ai demandé nonchalamment à ma mère comment Viv gérait son loyer ces jours-ci. Et ma mère a dit sans ciller que, oh, il l'aidait un peu. Et j'ai noté le montant qu'elle a nommé parce qu'il correspondait au dollar près au virement sortant de la ligne de crédit de 18 000 qui portait mon nom. J'ai demandé à mon père avec admiration comment Brett et Viv se permettaient un si bel endroit. Et mon père, qui ne pouvait jamais résister à montrer son travail quand il pensait qu'il gagnait, a souri et a dit qu'ils avaient trouvé un moyen, et qu'un homme intelligent sait comment utiliser un bon crédit quand il en voit un. Il a dit ça en face. Un bon crédit. Le mien était le seul bon crédit de cette famille. Et il l'a dit en face. Et j'ai souri et passé le pain parce qu'un expert comptable judiciaire ne bronche pas quand le sujet décrit le crime. Elle l'écrit quand elle arrive à la voiture. J'avais un petit carnet dans ma boîte à gants à ce moment-là. Après chaque dîner, je m'asseyais dans l'obscurité de leur allée et transcrivais ce qui avait été dit avant que la formulation exacte ne puisse s'adoucir dans ma mémoire. Parce que j'ai témoigné assez de fois pour savoir qu'une note contemporaine écrite le soir même a un poids qu'un souvenir reconstruit plus tard n'aura jamais. J'étais, sans qu'aucun d'eux ne le sache, en train de faire déposer ma propre famille autour de Pat. La première chose que j'ai faite a été de demander des relevés complets sur les 2 comptes frauduleux. En tant que titulaire du compte désigné, ce que j'étais sur le papier, j'y avais tout à fait droit, et c'est l'une des cruautés étranges et utiles du vol d'identité au sein d'une famille. Le crime fait que les documents sont à vous de les retirer. Cela a pris 3 semaines et 2 lettres notariées, mais les relevés sont arrivés. Et quand je les ai étalés sur ma table de salle à manger un samedi matin, avec Théo faisant du café derrière moi et me demandant doucement si j'étais sûr de vouloir faire ça seul, les chiffres ont commencé, comme ils le font toujours, à parler. La ligne de crédit de 18 000 $ avait été utilisée en 4 retraits. Chaque retrait avait été effectué par virement vers un compte que je ne reconnaissais pas par son numéro, mais je reconnaissais le schéma des dépôts qui y était fait parce que j'avais vu les paiements de loyer de ma sœur assez de fois au fil des ans pour connaître la forme des opérations bancaires de Vivien. Le prêt de 45 000 $ était pire. Il avait été décaissé en une seule fois, puis au cours des mois suivants, il s'était vidé. Un acompte viré à une société de titres, une série de virements qui ont apuré les dettes en souffrance de ma sœur. Un chèque au bureau de location d'un immeuble que je reconnaissais comme celui de Vivien. Ce n'était pas un mariage. C'était le financement lent et coûteux d'une vie. Je suis resté très immobile parce que je savais où cet argent était allé. Je le savais parce que j'avais passé des années à regarder ma sœur vivre juste au-delà de ce qu'elle pouvait se permettre. Et ici, enfin, se trouvait le grand livre de qui avait réellement payé la différence. Ma famille avait contracté un prêt à mon nom, un vrai prêt avec ma signature falsifiée sur les documents d'origine, que j'obtiendrai plus tard, et qu'une comparaison d'écriture finirait par mettre en pièces. Et il l'utilisait pour acheter à Vivien la vie confortable qu'elle n'avait jamais réussi à financer elle-même, ses dettes en souffrance, le bail de l'appartement dont elle se plaignait, l'acompte sur une maison. Il finançait ma sœur avec mon crédit volé tout en me disant en face que l'argent était rare et que je devrais peut-être garder ma propre célébration modeste.
C'est à ce moment-là que l'affaire a cessé de concerner 18 et 45 000 $. Parce qu'une personne qui falsifiera votre nom pour un prêt a généralement fait les petites choses d'abord, les essais. Alors je suis remonté plus loin. J'ai consulté le compte d'épargne joint que mes parents m'avaient demandé de co-signer il y a des années pour les urgences au cas où quelque chose leur arriverait. Je l'avais signé et oublié. Delaney la fiable, signant toujours. À l'intérieur de ce compte, j'ai trouvé le fantôme de mon propre fonds de mariage. Laissez-moi vous expliquer cela parce que c'est le détail qui me donne encore des sueurs froides. Quand Théo et moi nous sommes fiancés, j'ai dit à mes parents, dans un moment de tendresse filiale que je ne me pardonnerai jamais complètement, que j'avais économisé pendant des années, un peu plus de 22 000 $. Et qu'une partie se trouvait sur l'ancien compte joint qu'ils avaient ouvert parce que c'est là que j'avais commencé à économiser quand j'étais enfant. Et que je ne l'avais jamais déplacé. Ma mère avait eu les larmes aux yeux. Elle avait dit qu'ils étaient si fiers de ma responsabilité. Et puis, au cours des 4 mois suivants, en retrait de 2 et 3 000 à la fois, ce compte avait été vidé. Mon argent, non pas falsifié, non pas volé par signature, pire d'une certaine manière, accessible grâce à ma propre confiance et simplement pris dollar par dollar pendant qu'il me souriait à table et me disait de garder mon mariage modeste. Je n'ai pas pleuré. Je me souviens de Théo qui me regardait, attendant, prêt à me serrer dans ses bras si je craquais. Et je me souviens lui avoir dit d'une voix qui m'a surprise moi-même par son calme. Je ne vais pas craquer. Je vais constituer un dossier parce que c'est ce que je sais faire. Quand le monde tend à la plupart des gens une blessure, il me tend un numéro de dossier. Au cours des mois suivants, le dossier s'est épaissi. Je veux que vous compreniez ce que signifie réellement constituer un dossier parce que ce n'est pas glamour et ce n'est pas bruyant. Et c'est l'exact opposé de la confrontation que tout le monde attend d'une histoire comme celle-ci. Cela signifie des feuilles de calcul. Cela signifie un rapprochement principal où chaque dollar qui a quitté mes comptes est apparié par date et montant à un dollar qui est arrivé ailleurs. Cela signifie sauvegarder chaque document original sur un disque crypté avec une sauvegarde que ma sœur ne pourrait jamais trouver parce que ma sœur ne savait pas que le cryptage existait. Cela signifie, lorsque la banque a envoyé le dossier d'origine du prêt que j'avais demandé en tant qu'emprunteur désigné contestant le compte. S'asseoir avec la signature falsifiée sous une lampe à côté de 40 de mes vraies signatures et photographier les endroits où la main du faussaire avait hésité parce qu'un faussaire hésite toujours. Ma vraie signature est rapide. Je l'ai écrite 100 000 fois et ma main ne réfléchit pas. La falsification avait des tremblements. De minuscules arrêts où une personne copiait plutôt que de se souvenir. Ma sœur, il s'est avéré, avait une main assez ferme pour beaucoup de choses, mais pas pour être moi. J'ai passé un week-end entier sur cette signature, et je veux la décrire parce que c'est ce que ma profession a de plus proche de la poésie. J'ai posé le document de prêt falsifié sur ma table de salle à manger sous une lampe vive, et à côté, j'ai posé 40 spécimens de ma vraie signature. De vieux chèques, un bail, une copie de demande de passeport, le dos d'une photographie, des cartes d'anniversaire pour Théo, tout ce que j'ai pu trouver datant de plusieurs années. Et j'ai étudié les différences comme un médecin lit un scanner. Ma signature authentique a un rythme particulier. Le stylo ne s'arrête jamais. Le dé de Delaney se fond dans le reste sans se lever. Il y a une inclinaison spécifique née de 1000 répétitions irréfléchies. La falsification avait toutes les bonnes lettres et aucune de la bonne musique. Il y avait de minuscules levées de stylo là où une vraie main ne se lèverait jamais. Il y avait un endroit dans la boucle du F de Fletcher où l'encre s'était légèrement accumulée. La marque d'une main qui s'était arrêtée pour vérifier le modèle, de la même manière que vous vous arrêtez quand vous copiez plutôt que de vous souvenir. La vraie signature d'une personne n'est pas un dessin. C'est une habitude motrice, une petite chorégraphie que le corps exécute en deçà de la pensée. Vous ne pouvez pas simuler le en deçà de la pensée. Vous ne pouvez que dessiner sa forme, et le dessin montre toujours la couture. J'ai photographié chaque couture en haute résolution et l'ai annotée. Et le dimanche soir, j'avais une pièce à conviction comparative que n'importe quel expert en documents reconnaîtrait, et qu'un jury ou un jardin rempli de parents comprendrait en un seul coup d'œil. Ma sœur avait une main ferme, mais elle m'avait dessiné. Elle n'avait pas été moi. Et la différence entre dessiner une chose et l'être est la différence exacte entre toute sa vie et la mienne. Les quasi-accidents étaient la partie qui m'empêchait de dormir la nuit. Pas le travail lui-même, mais la possibilité d'être découverte avant d'être prête, ce qui aurait tout fait s'effondrer dans le malentendu familial que j'étais si déterminé à éviter. Le pire est arrivé en avril.
Ma mère est passée à mon appartement à l'improviste, ce qu'elle faisait peut-être 2 fois par an, un jour où j'avais négligemment, épuisé, laissé un dossier de relevé sur le comptoir de la cuisine. Elle était dans ma cuisine avant que j'aie réalisé qu'elle était dans l'immeuble. J'ai vu ses yeux dériver vers le dossier, j'ai vu la première page, qui était un relevé bancaire avec le numéro de compte du prêt visible, et j'ai senti les 6 mois entiers vaciller au bord d'un seul regard. Et c'est là que la performance m'a sauvé. Je n'ai pas bondi sur le dossier. Je n'ai pas changé de visage. Je l'ai ramassé comme on ramasse n'importe quel papier ennuyeux, j'ai dit que c'était du travail. Que j'avais une affaire de fraude qui me dévorait la vie en ce moment. Qu'il ne fallait pas demander. Et je l'ai glissé dans un tiroir tout en lui offrant un café. Et son attention s'en est détournée exactement comme je l'avais parié. Parce que pour ma mère, mon travail avait toujours été beige et incompréhensible et indigne de curiosité. Le mépris même qu'elle avait toujours eu pour ce que je faisais était, à ce moment-là, mon camouflage. Elle s'est assise à mon comptoir et s'est plainte des ronflements de mon père pendant 40 minutes et est partie sans jamais savoir qu'elle s'était tenue à 18 pouces d'épreuve qui mettrait fin à la réputation de son mariage. Je me suis assise après son départ et mes mains ont tremblé pour la 2e fois de toute cette épreuve. Puis j'ai acheté un petit coffre-fort ignifuge et après cela, le dossier a vécu là où aucune mère inopinée ne pourrait jamais tomber dessus. Et c'est la première chose que je dois garder ouverte pour vous parce que c'est important plus tard. Je savais en mars que la falsification physique, le stylo réel sur le document de prêt réel, avait presque certainement été faite par Vivien. L'écriture me l'a dit. Mais je savais aussi que Vive n'était pas l'architecte. Vive est beaucoup de choses, mais elle n'a jamais de sa vie planifiée plus qu'un week-end. L'architecture, le choix des comptes, le calendrier des retraits pour rester en dessous des montants qui attirent l'attention d'une banque, la décision d'utiliser mon nom spécifiquement parce que mon crédit était impeccable et celui de ma sœur était ruiné. Ce n'était pas l'esprit de ma sœur. C'était celui de mon père. Gérald Fletcher a passé 30 ans dans la vente commerciale et il sait exactement combien vous pouvez déplacer avant que quelqu'un ne pose une question. Ma mère le savait aussi, et elle a béni cela et a resservi le vin. Ma sœur a signé. Mais le plan venait du chef de table et j'ai construit mon dossier pour prouver les 3 dans leurs rôles exacts. Parce que j'ai vu trop de familles laisser l'enfant en or prendre une petite chute pour que les parents puissent garder leurs auréoles. Pas cette fois. J'ai documenté l'architecte. Il y a eu 2 moments pendant ces mois où l'affaire a failli cesser d'être une affaire et devenir simplement du chagrin. Et je veux vous les raconter tous les 2 parce que je ne veux pas que vous pensiez que j'ai traversé cela comme une machine. Le premier était le compte bénéficiaire. Quand j'ai retracé les virements sortant de la ligne de crédit de 18 000, ils ont atterri sur un compte que je n'ai pas immédiatement reconnu par son numéro, et il m'a fallu un certain temps pour confirmer ce que mon instinct savait déjà. Je l'ai confirmé de la manière la plus laide possible. Lors d'un de ces dîners du dimanche, Vivien montrait à tout le monde un nouveau téléphone, et elle avait laissé son application bancaire ouverte quand elle l'a tendue à notre mère pour admirer une photo. Et j'ai vu, pendant moins d'une seconde de l'autre côté de la table, les 4 derniers chiffres de son compte et un solde qu'aucune femme qui se plaignait de son loyer n'aurait dû avoir. 4 chiffres. C'est tout ce dont j'avais besoin. Il correspondait au compte de destination sur ma ligne de crédit volée. Ma sœur était, dans les termes les plus clairs que les documents pouvaient exprimer, la destinataire directe de l'argent emprunté à mon nom. Et je suis resté assise là et j'ai ressenti pendant un long moment, non pas comme une enquêtrice, mais comme une petite fille à une table, regardant le soleil autour duquel tout le monde gravitait tenir un téléphone plein de mon argent et l'appeler le sien. J'ai laissé le moment passer. J'ai toujours laissé le moment passer. Mais je voulais qu'il soit consigné que cela m'a coûté quelque chose d'être si immobile. Le deuxième moment fut l'enveloppe. Environ 2 mois avant le mariage, mes parents m'ont emmené déjeuner, juste nous 3, ce qui n'arrivait presque jamais et aurait dû m'alerter. Et au dessert, mon père a glissé une enveloppe sur la table. Épaisse, couleur crème, mon nom écrit sur le devant de la main de ma mère. Il a dit que c'était un cadeau de mariage de leur part à moi. Pour montrer qu'il n'y avait pas de rancune à propos du calendrier. Les yeux de ma mère sont devenus brillants sur le champ et je l'ai ouverte et à l'intérieur il y avait de l'argent liquide, un peu plus de 3 000 $. Et ma mère a dit qu'il voulait que j'aie quelque chose à moi pour la journée. Quelque chose à moi. Je les ai remerciés. J'ai même ressenti pendant une demi-seconde traîtresse le vieil espoir s'enflammer. Peut-être qu'ils essayaient. Peut-être que c'était des excuses dans le seul langage qu'ils connaissaient.
Et puis je suis rentré à la maison et j'ai fait ce que je fais et je l'ai retracé parce que retracer est maintenant simplement ma façon d'aimer et de faire mon deuil. Et les 3000 $ dans cette enveloppe avaient été retirés 4 jours plus tôt de la même ligne de crédit ouverte à mon nom. Il m'avait donné comme un cadeau magnanime mon propre argent volé, recyclé via le compte de ma sœur et rendu à moi à travers une table de déjeuner avec des yeux brillants. C'était, je pense, l'artefact unique le plus parfait de toute ma famille en un seul objet, un cadeau qui était un vol, des excuses qui étaient une insulte, une générosité exécutée avec les fonds de la victime elle-même. Je ne l'ai pas dépensé. Je l'ai photographié, j'ai consigné les numéros de série et je l'ai ajouté au dossier comme pièce à conviction. Eh bien, elle avait un numéro. Tout dans mon dossier avait un numéro à ce moment-là. Cette enveloppe est devenue une ligne de plus qui soldait le crime. Et j'avouerai que j'attendais avec impatience, d'une manière dont je ne suis pas fier, le jour où j'aurai l'occasion d'expliquer devant tout le monde ce qu'avait réellement été leur généreux cadeau. Maintenant, c'est ici que je dois introduire le deuxième fil. Celui que je ne pouvais pas contrôler. Celui qui a transformé mon plan lent et prudent de 6 mois en quelque chose avec un compte à rebours. En avril, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne connaissais pas. J'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale. Je suis contente de ne pas l'avoir fait. C'était une femme nommée Denise Alvarez, et elle s'est présentée comme analyste en fraude et recouvrement à la banque qui détenait le prêt de 45 000 $. Mon estomac a de nouveau fait la culbute froide parce que je savais ce qu'un appel comme ça signifiait avant qu'elle ne le dise. Le prêt, celui à mon nom, celui qui avait discrètement financé la vie de ma sœur, avait manqué 3 paiements consécutifs. Il était sur le point de passer de délinquant à défaut. Dans 30 jours, il serait passé en perte et profit et envoyé au recouvrement, et une passation en perte et profit à mon nom aurait explosé sur mon rapport de crédit comme une bombe. Le genre de choses qui vous suit pendant 7 ans, qui vous coûte des hypothèques et des emplois qui effectuent des vérifications de crédit, des emplois, devrais-je mentionner, exactement comme le mien, dans un domaine où être personnellement irréprochable est tout l'enjeu. Je veux être honnête sur la peur à ce moment-là parce que je me suis fait paraître très calme, et je ne veux pas que vous pensiez que je suis faite de glace. Je suis restée assise dans ma voiture dans un parking pendant 20 minutes après cet appel et mes mains tremblaient et j'ai fait le calcul de ce qu'un défaut de paiement ferait à la carrière d'un expert comptable judiciaire, ce qui est à peu près ce qu'un mensonge fait à un témoin. Toute ma valeur professionnelle est que je suis digne de confiance avec l'argent. Une passation en perte et profit à mon nom, même frauduleuse, même une que je finirais par effacer, serait une tâche que je devrais expliquer à chaque vérification d'antécédents pendant des années. Ma famille ne m'avait pas seulement volé. En arrêtant les paiements, ils étaient sur le point de faire exploser la seule chose que j'avais construite entièrement par moi-même. Et puis, assise dans ce garage, la peur s'est transformée en autre chose. Elle s'est transformée en une date limite. Parce que voici ce que j'ai compris. Ils avaient arrêté de payer le prêt parce qu'il avait déjà fait son travail. La maison était achetée. Les dettes de ma sœur étaient apurées. Sa vie était financée. Ils avaient extrait ce dont ils avaient besoin. Le prêt avait rempli sa fonction. Et maintenant, ce n'était plus qu'une responsabilité avec mon nom dessus. Et mon père, l'architecte, l'homme qui sait exactement combien vous pouvez déplacer avant que quelqu'un ne pose une question, avait fait un calcul. Il avait décidé qu'une fois le mariage terminé, une fois Vivien marié, le récit familial se resserrerait si étroitement que je ne serais jamais capable de prouver quoi que ce soit. Et si jamais j'essayais, je serais la sœur amère qui a gâché un mariage pour de l'argent. Il pariait sur la honte. Il pariait que je préférerais encaisser une passation en perte et profit frauduleuse en silence plutôt que de déchirer ma propre famille en public. Il n'avait jamais, pas une seule fois en 31 ans, réellement regardé ce que je faisais dans la vie. Donc, la date limite a changé mon plan, mais elle n'a pas changé ma méthode. J'ai fait ce que je dis toujours aux clients de faire, et que presque aucun d'entre eux n'est assez calme pour faire réellement. J'ai laissé la pression aiguiser le travail au lieu de le disperser. Denise Alvarez, l'analyste, est devenue, sans le savoir au début, la personne la plus importante dans mon cas. Parce que quand je lui ai dit prudemment que je contestais ses comptes comme frauduleux, et que j'étais moi-même un expert comptable judiciaire qui avait déjà rassemblé la documentation, son ton a changé, non pas pour l'incrédulité, mais pour l'intérêt. Les analystes de la fraude bancaire passent toute leur carrière à parler à des gens qui insistent sur le fait qu'ils ont été lésés et ne peuvent rien prouver. Une victime qui se présente avec une feuille de calcul rapprochée, des comparaisons de signatures falsifiées et une chaîne de possession claire n'est pas un casse-tête pour elle.
Elle est un cadeau. C'est l'affaire qui se clôt. Denise m'a guidé à travers le processus de fraude de la banque. Pour effacer formellement le prêt de mon nom, je devrais déposer une déclaration sur l'honneur de vol d'identité et la banque ouvrirait une enquête. Et si les preuves tenaient, si je pouvais montrer que les fonds avaient été dirigés vers un bénéficiaire qui n'était pas moi et que la signature n'était pas la mienne, la banque non seulement retirerait la dette de mon nom, mais poursuivrait les véritables emprunteurs. Elle m'a dit quelque chose que je savais déjà, mais qui a atterri différemment venant d'elle. La grande majorité des vols d'identité sont commis par des membres de la famille et c'est le type le plus difficile à poursuivre précisément parce que les victimes ne porteront pas plainte contre leur propre sang. La plupart des gens dans votre position, a-t-elle dit, n'arrivent jamais aussi loin. Ils découvrent, ils pleurent, ils encaissent. Elle a fait une pause. Vous ne pleurez pas. Non, j'ai dit, je rapproche. Ce qui a suivi a été 6 semaines du travail le plus minutieux de ma vie, et je l'ai mené sur 2 horloges à la fois, ce qui est la chose qui a failli me briser. Au moment où j'ai déposé ma contestation de fraude, la banque a fait ce que les règles exigent et a suspendu la passation en perte et profit. Elle a gelé le compte à rebours pendant son enquête. Mais une suspension pour fraude n'est pas éternelle. Elle vous achète une fenêtre, et la fenêtre a une limite extérieure, une date au-delà de laquelle, si l'enquête n'est pas formellement close, le compte revient à son état antérieur, et la passation en perte et profit se poursuit comme si la pause n'avait jamais eu lieu. Donc, sur une horloge, cette suspension brûlait tranquillement vers sa propre expiration, la fenêtre se rétrécissant semaine après semaine vers le jour où un défaut de paiement serait libre de détonner sur le rapport de crédit que j'avais besoin de garder impeccable pour mon propre gagne-pain. Sur l'autre horloge, le mariage approchait, et avec lui la seule pièce dans laquelle j'avais l'intention que la vérité soit dite. Je devais faire en sorte que les 2 horloges atteignent 0 le même jour, le verdict tombant, ma famille dans la pièce, avant que la suspension n'expire, et je devais le faire en souriant à travers une table du dimanche aux personnes contre qui je montais le dossier. Il y a eu des nuits où je suis resté éveillé à faire le séquençage dans ma tête comme un problème d'échec. Si la banque clôture son verdict trop tôt, mon père reçoit une lettre discrète et une chance de tourner l'histoire à son avantage. Si elle le clôture trop tard, la suspension expire, la passation en perte et profit frappe, et je passe des années à expliquer une tâche. Le mariage, se situant exactement dans cette fenêtre, était le seul endroit où le timing fonctionnait. J'ai commencé à penser à ce samedi non pas comme le jour de mon mariage, mais comme la date de règlement du plus grand compte que j'ai jamais rapproché. Denise m'a expliqué ce dont la banque avait réellement besoin, et je le lui ai donné sous une forme qu'elle m'a dit n'avoir jamais reçue d'une victime privée. J'ai demandé le dossier complet d'origine du prêt en tant qu'emprunteur désigné contestant la dette, la demande, les pages de signature, la vérification d'identité que la banque prétendait avoir effectuée. Quand il est arrivé, il a raconté sa propre histoire. La vérification d'identité était mince. Quelqu'un avait fourni une copie de ma pièce d'identité avec une photo qui était la mienne mais une signature qui ne l'était pas. Et la banque, avide d'enregistrer le prêt, n'avait pas regardé de près. J'ai construit une chaîne de possession pour chaque document. D'où il venait, quand je l'ai reçu, qui l'avait touché, parce que je sais que des preuves sans une chaîne de possession claire ne sont qu'une histoire. Et je n'allais pas donner à mon père un seul fil à tirer. J'ai rempli la déclaration sur l'honneur de vol d'identité comme je voudrais qu'un témoin la remplisse si j'étais celle qui contre-interrogeait, c'est-à-dire de manière totalement dénuée d'émotion et avec une liste de pièces jointes. Denise m'a dit lors de notre 4e appel qu'elle avait présenté mon dossier à son superviseur de l'unité de fraude et que le superviseur avait demandé si je serais prête à consulter pour eux un jour. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Ma famille avait fait de moi la victime de fraude la mieux documentée que cette banque ait jamais vue, et la banque voulait m'embaucher. Mais la pression de la date limite était réelle, et j'ai pris une décision difficile que je défendrai devant n'importe qui. Denise a offert à un moment donné d'accélérer le verdict et de résoudre toute l'affaire discrètement au sein de la banque dans les 10 jours suivants, de blanchir mon nom, de déférer les emprunteurs, de clore le dossier. C'était la solution de sécurité. Cela aurait protégé mon crédit avec une marge de manœuvre. Et j'ai dit non. Je lui ai demandé de programmer le verdict formel pour qu'il tombe la semaine du mariage et d'y assister si elle le pouvait parce que j'en étais venu à comprendre quelque chose sur ma famille qu'aucune quantité de paperasse ne résoudrait seule. Si la vérité se résolvait tranquillement dans un bureau, mes parents raconteraient une version de l'histoire à tous les parents pour le reste de leur vie. Que je les avais poursuivis pour une confusion bancaire. Que j'étais amer.
que j'avais ruiné la famille pour de l'argent et ils seraient crus parce qu'ils avaient 30 ans de performance en banque et que je n'avais jamais été que la fille fiable qui ne faisait pas de problème. Le document blanchirait mon crédit. Il ne blanchirait pas mon nom au seul tribunal qui m'ait jamais réellement condamné, l'opinion de la famille. Pour cela, je n'avais pas besoin d'une lettre. J'avais besoin d'une pièce. J'ai donc choisi le timing le plus risqué exprès, et j'ai passé les jours intermédiaires à m'assurer que la passation en perte et profit ne pouvait pas me battre. Et je ne l'ai jamais regretté une seule fois, parce qu'une dette effacée en silence m'aurait laissé exactement ce que j'avais toujours été, innocente et non crue. J'ai déposé la déclaration sur l'honneur. Et c'est ici qu'intervient le troisième fil ouvert, celui qui lie les deux autres en un seul samedi, parce que le timing, en fin de compte, est la seule arme dont j'ai jamais vraiment eu besoin. L'enquête de fraude de la banque, une fois que je l'ai déposée, suivrait son propre calendrier, probablement des semaines. Mais je ne voulais pas que l'affaire se termine dans un bureau silencieux où mes parents pourraient plus tard prétendre que tout était une erreur de bureau, une confusion, un malentendu entre les banques. J'ai vu des familles faire exactement cela. J'ai vu un père regarder son enfant adulte dans les yeux à travers une table de règlement et dire que tout était un problème informatique et j'ai vu l'enfant, épuisé et seul, hocher la tête juste pour que ça s'arrête. Je n'allais pas donner à mon père une pièce silencieuse. Si la vérité devait éclater, elle éclaterait quelque part où il ne pourrait pas la déformer. Devant le public exact dont la bonne opinion était la seule chose qu'il ait jamais réellement travaillé à protéger. La famille élargie, les tantes, les cousins, les vieux voisins, les gens pour qui mon père a joué la comédie toute sa vie. J'avais besoin d'une pièce remplie de témoins. Et mon père, sans le savoir, m'en avait déjà réservé une parce que le mariage arrivait toujours. Mon mariage, celui que j'avais payé entièrement de mon propre compte des mois avant que tout cela ne commence. La compte, le lieu, le traiteur, tout cela était verrouillé par des contrats avec mon nom et seulement mon nom comme partie payante. Ce qui m'amène à la partie où ma famille a essayé de voler mon mariage et n'a pas compris qu'elle entrait dans la seule pièce que j'avais déjà truquée avec la vérité. Cela a commencé environ 5 semaines avant la date. Ma mère a appelé et a fait ce qu'elle fait, c'est-à-dire envelopper une demande dans de l'inquiétude. Elle a dit que Vivien et Brett étant le fiancé, un homme agréable et creux qui n'a jamais demandé d'où venait l'argent, pensait à des fiançailles plus longues, peut-être l'année prochaine. Et n'était-ce pas dommage que la famille ait deux mariages si rapprochés? Et avais-je considéré qu'il serait peut-être plus gracieux de laisser Vivien passer en premier puisqu'elle était plus âgée, puisqu'elle attendait, puisque. J'ai écouté tout le discours. Puis j'ai dit doucement que Théo et moi étions bloqués sur notre date et nos contrats, et que je ne voyais pas comment quoi que ce soit pourrait bouger. La voix de ma mère s'est refroidie d'environ 10 degrés. Nous en parlerons en famille, a-t-elle dit, ce qui chez les Fletcher signifie que nous avons déjà décidé et que nous vous informons du résultat. J'ai raccroché et j'ai compris la forme complète du plan pour la première fois et je l'ai presque admiré. Il ne voulait pas seulement que Vivien se marie en premier. Il voulait mon mariage, l'infrastructure réelle, réservée et payée de celui-ci, remise à Vivien. Il pensait que la date était un créneau que l'on pouvait réattribuer. Il pensait que le lieu, le traiteur, les fleurs étaient un forfait qui appartenait à celui que la famille décidait qu'il appartenait. Mon père, je me suis rendu compte, ne savait toujours pas, ne savait vraiment pas, que j'avais tout payé moi-même d'un compte qu'il n'avait jamais pu toucher. Il supposait, comme il l'avait supposé toute ma vie, que s'il y avait de l'argent pour un mariage, c'était l'argent de la famille, et l'argent de la famille était à lui de le diriger. Il avait passé si longtemps à traiter mes ressources comme un pot commun qu'il ne pouvait pas concevoir un mur que j'avais construit et dont il n'était pas à l'intérieur. Ce mur était le mariage. Et j'ai décidé sur le champ de ne pas le défendre. J'ai décidé de les laisser pousser parce que chaque pas qu'ils faisaient pour voler mon mariage était un pas plus profond dans une pièce que je contrôlais. Alors, au cours des semaines suivantes, j'ai joué la comédie. C'est la partie dont je suis le moins fier et le plus fier en même temps. J'ai laissé ma famille croire qu'elle gagnait. Quand mon père a convoqué une réunion de famille et a annoncé avec la gravité d'un homme conférant un héritage que le mariage serait déplacé pour que Vivien puisse passer en premier, je ne me suis pas battu comme il s'y attendait. Je devrais décrire cette réunion parce que c'était un chef-d'œuvre du genre et je veux que vous voyiez la machine en action. Il l'a convoqué un dimanche dans le salon avec le bon café sorti, ce qui signifiait qu'une décision avait été prise et était sur le point d'être présentée comme une discussion. Ma mère était assise à côté de lui, les mains jointes. Vivien était perché sur le bras du canapé, arborant déjà le visage de la partie lésée qui est sur le point d'être justifiée.
Brett se tenait près de la porte, ressemblant à un homme à qui on aurait dit qu'il y aurait des collations. Et mon père s'est éclairci la gorge et a prononcé un discours qu'il avait clairement répété, rempli de mots comme famille et sacrifice et grâce, dont l'essentiel était que Vivien et Brett se marieraient en premier, à ma date, dans mon lieu, et que moi, étant la forte, celle qui retombe sur ses pieds, comprendrait sûrement que c'était mieux pour tout le monde. Il n'a pas demandé. Il a annoncé puis il a arrangé son visage en une expression d'un homme qui avait demandé. Et toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers moi, attendant le hochement de tête qui avait mis fin à chaque réunion de famille de toute ma vie. J'ai ressenti à ce moment-là quelque chose que je ne peux appeler que du vertige. Le vertige spécifique de se tenir au centre exact d'une machine conçue pour vous déplacer et de choisir pour la première fois de ne pas bouger. Parce que j'aurais pu y mettre fin là. J'avais le dossier dans un coffre-fort ignifuge à 11 miles de là. J'aurais pu ouvrir la bouche et tout faire exploser dans ce salon. Et je veux être honnête sur la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas seulement de la stratégie. Une partie était de la stratégie. Un salon n'est pas une pièce remplie de témoins. Et mon père aurait pu déformer une révélation dans un salon de 100 manières. Mais une partie était que je voulais les regarder s'engager jusqu'au bout. Je voulais qu'ils fassent les derniers pas eux-mêmes, qu'ils tendent la main et essaient physiquement de prendre mon mariage, pour que lorsque la vérité éclaterait, elle ne tombe pas sur des gens qui avaient simplement comploté. Mais sur des gens pris la main dans le sac en plein vol devant tout le monde. Donc je n'ai pas exactement hoché la tête, et je n'ai pas refusé. J'ai dit de ma voix la plus calme que c'était beaucoup à encaisser. Que je devais y réfléchir. Et mon père, interprétant mal la pause comme le début de la reddition, s'est adouci et a dit que c'était sa fille, pensant toujours à la famille. Ma mère s'est penchée et m'a serré le genou. Vivien s'est visiblement détendu, la tension quittant ses épaules alors qu'elle commençait, déjà, à s'imaginer dans la robe. Et je suis restée assise là et je les ai laissés croire que la machine avait fonctionné une fois de plus, tandis qu'à 11 miles de là, dans une boîte en acier verrouillée, la raison pour laquelle elle n'avait pas fonctionné attendait tranquillement dans le noir. Vivien, qui ne peut s'en empêcher, a commencé à planifier avant que le café n'ait refroidi. Elle a commencé à appeler mes fournisseurs. Elle a appelé le Linan Hall. Et c'est le détail que j'attendais. Le piège dans le piège. Chaque fournisseur qu'elle a appelé lui a dit poliment que le contrat et tous les paiements étaient au nom de Delaney Fletcher et que tout changement devrait provenir de la partie payante, qui était moi. Vivien est venu me voir furieuse et a exigé que je transfère tout. J'ai dit que j'allais voir. Je n'ai rien vu du tout. Je l'ai laissé mariner. L'organisatrice, Marlène, mérite sa propre mention car elle est devenue une alliée involontaire simplement en étant compétente. Je l'avais engagée moi-même, payée moi-même, et c'était le genre de professionnel qui tenait des dossiers impeccables, ce qui signifiait que lorsque Vivien a commencé à l'appeler, parfois 2 fois par jour, exigeant des changements au mariage de la famille. Marlène a fait la seule chose qu'un bon fournisseur peut faire. Elle a renvoyé chaque demande au titulaire du contrat et à la partie payante, qui était tous 2 mois. Marlène m'a appelé après le 3e appel de ce genre, un peu déconcertée, et m'a demandé délicatement s'il y avait une situation dont elle devrait être au courant. Je lui ai dit la vérité dans les termes les plus étroits possibles, qu'il y avait un désaccord familial sur la date, que je n'avais aucune intention de changer quoi que ce soit, et qu'elle devait continuer à me transmettre toutes les demandes et à tout garder exactement comme réservé. Ce que je ne lui ai pas dit, c'était le reste. Mais Marlène, Dieu la bénisse, est perspicace, et je pense qu'elle a senti qu'elle se tenait au bord de quelque chose. Je lui ai demandé une faveur qui a dû paraître étrange à l'époque, que le jour du mariage, elle enregistre la procédure et qu'elle attende pour commencer la cérémonie que je lui donne personnellement un signal. Elle a accepté sans être indiscrète, et plus tard, après tout, elle m'a dit qu'elle avait soupçonné pendant des semaines qu'elle aidait à quelque chose de plus grand qu'un plan de table, et avait décidé qu'elle me faisait confiance. Ces dossiers. Chaque changement que Vivien a exigé, chaque demande que Marlène m'a renvoyée, tout horodatées, sont devenus une couche silencieuse de plus dans le dossier. Corroborant que ma famille avait activement essayé de s'emparer d'un mariage qu'elle savait ou aurait dû savoir ne pas être à elle de s'emparer. Regarder Vivien mariner était une petite éducation en soi. Ma sœur n'avait jamais de sa vie rencontré un mur qu'elle ne pouvait pas faire déplacer par quelqu'un d'autre pour elle. Et la découverte que le lieu, le traiteur, les fleurs, tout l'appareil de son mariage était verrouillé derrière mon nom, et mon paiement l'a véritablement déconcertée. Elle oscillait entre la rage et une sorte de cajolerie que je me souvenais de l'enfance. La voix qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose,
et avait décidé que le vouloir lui donnait droit à cela. Elle m'a envoyé de longs messages sur le fait que j'étais égoïste, que je ruinais sa chance au bonheur, qu'une bonne sœur s'effacerait. Elle n'a jamais demandé une seule fois pourquoi je pouvais tout garder comme réservé. Elle ne s'est jamais demandé à voix haute comment la sœur fiable en était venue à détenir tous les contrats et tous les reçus. Cela ne lui est pas venu à l'esprit, parce que cela n'était jamais venu à l'esprit d'aucun d'entre eux que je pouvais être celle qui détenait l'argent. Dans leur modèle du monde, j'étais le compte, pas la comptable. J'ai lu ces messages et je n'ai pas répondu au-delà de « je regarde ça » et j'ai laissé les jours nous porter vers samedi et chaque message furieux qu'elle a envoyé était une admission horodatée de plus qu'elle avait essayé de prendre ce qui était à moi, classé soigneusement avec tout le reste. Pendant ce temps, j'ai fait le travail silencieux. J'ai appelé Denise Alvarez et elle m'a dit que l'enquête suivait exactement la direction indiquée par ma documentation. Le prêt et la ligne de crédit étaient considérés comme frauduleux. La signature sur le dossier d'origine n'était pas la mienne, les fonds avaient atterri sur un compte bénéficiaire lié à ma sœur, et que la banque s'apprêtait à blanchir mon nom et à déférer l'affaire, avec la décision écrite formelle à suivre selon son propre calendrier. Et puis je lui ai demandé quelque chose que je n'avais jamais demandé à une source dans ma vie professionnelle, parce que dans ma vie professionnelle, la révélation se produit dans une déposition, pas dans un jardin. Je lui ai demandé si elle serait prête à assister au mariage en tant qu'invitée, et si cela devait arriver, à confirmer sur le champ qu'il s'agissait d'une véritable affaire de fraude déposée et ouverte et non d'un malentendu familial, que j'avais soumis une déclaration formelle de vol d'identité. Que la banque avait une enquête active avec un numéro de dossier, et qu'elle avait vu la documentation elle-même. J'ai été prudente sur ce que je demandais et ce que je ne demandais pas. Je savais qu'une analyste bancaire ne pouvait pas se lever à une fête privée et lire un verdict. La conclusion formelle viendrait par écrit par l'intermédiaire d'un avocat selon le calendrier de la banque. Ce dont j'avais besoin de Denise dans la pièce était plus étroit et tout aussi mortel, la confirmation accréditée que l'affaire existait, qu'elle était ouverte et qu'elle était prise au sérieux. La seule chose que mon père ne pourrait jamais balayer d'un revers de main comme une feuille de calcul qu'une fille amère avait inventée. Je lui ai dit exactement pourquoi. Je lui ai dit que j'avais besoin que cette vérité soit dite à voix haute dans une pièce que mon père ne pourrait pas réécrire plus tard. Denise est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit quelque chose dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Elle a dit qu'en 11 ans, elle n'avait jamais eu l'occasion de voir l'atterrissage. Que c'était toujours de la paperasse. Oui, elle viendrait. J'ai aussi appelé Warren Bishop, un avocat avec qui mon cabinet travaille, et je lui ai demandé d'assister en costume avec un dossier, en tant qu'invité clairement identifié, non pas pour faire une scène. Pour rendre la scène indéformable, parce que je connais mon père, une fille avec une feuille de calcul, il peut la rejeter. Une fille avec une feuille de calcul, une enquêtrice en fraude bancaire et un avocat devant 40 parents, ce n'est pas un désaccord familial. C'est un événement documenté. Et Gérald Fletcher a passé toute sa vie terrifié par une seule chose, être vu par les gens pour l'opinion desquels il joue la comédie comme l'homme qu'il est réellement. Donc, nous revenons à la répétition et maintenant vous comprenez pourquoi j'ai souri. Le soir de la répétition, toute la famille était arrivée au Linan Hall avec 2 mariages complètement différents en tête. Dans le mien, Théo et moi nous marierions le lendemain, exactement comme réservé. Dans le leur, cette répétition était une formalité à détourner discrètement, une dernière chance peut-être, de me pousser à annoncer le changement gracieux devant les parents, de sorte que dire non par la suite me coûterait trop cher en termes de réputation pour que j'essaie. Je les ai regardés arriver avec ce plan derrière leurs yeux. Vivien est entré en grande pompe, agissant déjà comme la mariée, corrigeant la place des choses, disant à Marlène où la table d'honneur devrait aller. Et Marlène, qui avait reçu les appels de Vivien pendant des semaines, et savait précisément quel nom figurait sur chaque facture, n'arrêtait pas de me regarder pour le contre-signal que je n'ai jamais donné. Brett suivait Vivien, ressemblant comme toujours à un homme assistant à un événement dont le but ne lui avait jamais été tout à fait expliqué. Ma mère a fait le tour de la salle, racontant aux tantes comment les filles avaient tout arrangé. Mon père se déplaçait à travers tout cela avec l'aisance propriétaire d'un homme qui croyait que la décision était déjà prise et n'attendait que sa ratification cérémonielle. Et je me déplaçais aussi à travers cela, calme, agréable, fiable, portant dans ma poitrine la connaissance que les 24 heures suivantes ne se dérouleraient pas comme un seul d'entre eux l'imaginait. C'est dans cette atmosphère, la famille effectuant une prise de contrôle qu'elle pensait déjà achevée, que mon père a décidé de forcer le moment. Il était clairement devenu impatient d'attendre ma reddition publique. Et donc, avec le quatuor à cordes s'accordant et une poignée de parents précoces à portée de voix,
il a élevé la voix exprès pour inscrire l'histoire de la fille altruiste dans les airs où des témoins pourraient l'entendre. Lors de ma répétition la veille du mariage, mon père a haussé la voix devant le quatuor à cordes, l'organisatrice et une poignée de parents arrivés en avance et a annoncé comme si c'était réglé que nous repoussions le mariage pour que Vivien puisse passer en premier. Il l'a dit fort exprès. Il voulait que les parents entendent le récit de la fille altruiste s'écrire en temps réel. Il voulait qu'ils me voient hocher la tête. L'organisatrice, Marlène, qui avait passé des semaines à recevoir les appels de Vivien et savait parfaitement quel nom figurait sur chaque contrat, s'est figée en plein mouvement, un talon décollé du sol. Parce que Marlène savait que ce que mon père annonçait n'était pas quelque chose que mon père avait le pouvoir de faire. J'ai regardé Marlène et je lui ai dit calmement de tout garder exactement comme réservé. Chaque table, chaque plat, chaque fleur, exactement comme réservé. Exactement. Vivien, debout assez près pour que seul moi puisse entendre, s'est penché et a sifflé pour me demander pourquoi je ne me battais pas. Et j'ai compris sa confusion complètement, parce que dans la famille Fletcher, mon absence de combat n'avait jamais signifié que la reddition. Pendant 31 ans, mon calme avait été le son de ma capitulation. Elle n'avait pas d'autre dossier pour ça. Alors quand j'ai souri et dit que samedi n'était pas le jour qu'elle pensait, elle l'a entendu comme une énigme ou une menace qu'elle ne pouvait pas déchiffrer et ça l'a effrayée d'une manière qu'elle ne pouvait pas nommer parce que pour la première fois de sa vie ma sœur me regardait et ne pouvait pas lire les chiffres derrière mon visage. J'ai à peine dormi cette nuit-là et pas de peur, mais de l'immobilité électrique spécifique que j'ai la nuit avant de présenter un cas que je sais être béton. Théo m'a tenu la main et m'a demandé une fois de plus si j'étais sûr. Pas parce qu'il doutait de moi. Théo n'a jamais douté de moi une seule fois. Et je veux que ce soit consigné. Parce que l'histoire dans laquelle j'ai grandi m'a appris que les gens qui partagent votre sang sont ceux qui sont là pour vous. Et chaque jour de ma vie d'adulte, Théo a tranquillement prouvé que les gens qui sont là pour vous sont simplement ceux qui sont là. J'ai dit que j'étais sûr, il a dit. Alors je serai juste à côté de toi. Et le samedi, il l'était. Le matin du mariage, ma famille est arrivée en croyant avoir gagné et n'attendait que la logistique pour rattraper la décision. Mon père se déplaçait dans le Linan Hall comme un homme inspectant une propriété qu'il possédait. Ma mère avait, j'ai remarqué, habillé Vivien en crème adjacent au blanc, un détail si effronté que j'ai ri. Il croyait que la journée était une formalité, qu'à un moment donné l'officiant serait simplement redirigé, que Vivien et Brett prendraient la place, que je me tiendrais à l'écart avec le visage altruiste qu'il m'avait assigné à la naissance. Ils n'ont pas remarqué parmi les invités une femme posée dans un blazer marine nommé Denise ou un homme aux cheveux argentés avec un dossier en cuir nommé Warren, parce que pourquoi le ferait-il? Pour mes parents, les invités étaient un public, et les publics n'ont pas de nom. J'avais passé la matinée à gérer la seule variable que je ne pouvais pas entièrement contrôler, si mes témoins viendraient réellement. Denise, l'analyste de la banque, était une professionnelle avec une vie et aucune obligation de passer son samedi au milieu des décombres d'une autre famille. Warren, l'avocat, je le payais, mais même les gens payaient à nul. Donc, je confesse que les heures avant la cérémonie avaient un mince fil d'angoisse qui les traversait. L'angoisse spécifique d'une personne qui a construit une machine parfaite et doit maintenant faire confiance que les 2 dernières pièces arriveront d'elles-mêmes. Je me suis coiffé. J'ai laissé une cousine lasser le dos de ma robe. J'ai répondu au texto de ma sœur par rien. Et j'ai vérifié mon téléphone 1 fois, 2 fois, jusqu'à ce que le message de Denise arrive. 3 mots. Je suis là, côté jardin. Et puis un autre de Warren, et le fil d'angoisse s'est détendu, et quelque chose de plus froid et de plus stable a pris sa place. Les témoins étaient dans le bâtiment. Les 2 horloges avaient atteint 0 le même jour, exactement comme je les avais séquencées 6 semaines plus tôt dans l'obscurité d'un parking. Il ne restait plus qu'à laisser ma famille faire ses derniers pas vers le vol, dans la pièce, officiellement, devant le public pour lequel ils avaient joué la comédie toute leur vie. J'ai positionné Denise et Warren moi-même discrètement avec un mot à Marlène sur le placement près de l'avant mais sur le côté, banal parmi les invités, assez proche pour se lever quand le moment viendrait. Denise m'avait posé au téléphone la veille une question prudente, si j'étais vraiment préparé à ce que cela ferait à ma famille de manière permanente. Parce que d'après son expérience, les victimes qui organisaient un règlement de compte flanchaient parfois à la dernière seconde quand elles voyaient les visages des personnes qu'elles s'apprêtaient à exposer. Et un fléchissement, m'a-t-elle averti, était pire que le silence. Je lui avais dit la vérité, que j'avais fait mon fléchissement en janvier seul à ma table de cuisine,
et que j'avais passé 6 mois à transformer le fléchissement en un dossier précisément pour ne plus en avoir en moi le jour J. Bien, avait-elle dit. Alors je me lèverai quand vous aurez terminé. C'était une femme qui avait passé 11 ans à regarder la fraude se résoudre en paperasse dans des pièces beiges, et je pense qu'une partie d'elle avait attendu toute sa carrière une victime assez organisée pour la laisser voir l'atterrissage en plein jour. Nous étions, en ce sens, une paire étrange et parfaite. J'avais demandé à Marlène de retenir le début de la vraie cérémonie jusqu'à ce que je donne un signal. Au lieu de marcher dans l'allée en premier, j'ai demandé le microphone. Le visage de mon père quand je me suis avancé devant la famille assemblée, tante, oncle, cousin, les vieux voisins, tout le public de sa vie, a traversé quelque chose que j'avais attendu 31 ans de voir. Il est devenu incertain parce que je ne prends pas de microphone. Delaney la fiable ne fait pas de discours. Et j'étais là dans ma robe avec une petite télécommande à la main et derrière moi un écran que le Linan utilisé pour les diaporamas s'était animé et dessus il n'y avait pas une photo de Théo et moi. C'était une feuille de calcul. J'ai gardé ma voix égale comme je le fais dans les dépositions parce que j'ai appris que le calme est bien plus dévastateur que la rage et parce que je voulais que chaque mot sur l'enregistrement que Marlène faisait à ma demande soit clair. J'ai dit merci à tous d'être venus. Qu'avant de commencer, je voulais partager quelque chose avec ma famille parce que je croyais en la transparence et je savais que mon père aussi. Quelques rires polis et confus. Mon père n'a pas ri. Puis je les ai guidés à travers, non pas émotionnellement, numériquement, ce qui pour mon père était pire. Je leur ai montré le compte joint, celui ouvert pour les urgences, et les 4 mois de retrait qui avaient vidé 22 000 $ de mes économies, chacun daté, chacun assez petit pour éviter la tension. Je leur ai montré la ligne de crédit de 18 000 $ ouverte à mon nom et les 4 virements qui en sont sortis, et où ils ont atterri. Je leur ai montré le prêt de 45 000 $, et j'ai mis la signature falsifiée sur l'écran à côté de ma vraie signature 40 fois, et j'ai encerclé avec le petit point laser calmement les endroits exacts où la main du faussaire avait hésité. Je n'ai pas dit le nom de ma sœur. J'ai laissé le tremblement de l'encre le dire, et puis je leur ai montré le rapprochement. Chaque dollar de ce prêt frauduleux appariait par date et montant. Un acompte sur une maison. Une pile de dettes en souffrance de ma sœur effacée. Le loyer de l'appartement dont elle aimait se plaindre, la vie confortable qu'ils avaient passé des mois à me dire que la famille ne pouvait absolument pas se permettre de m'aider. Alors vous pouvez comprendre ma confusion, j'ai dit, quand on m'a dit que l'argent était rare et que je devrais garder les choses modestes. Je ne me suis pas arrêté là parce qu'un rapprochement n'est complet que lorsque le dernier dollar est comptabilisé. J'ai cliqué sur la diapositive suivante et il y avait l'enveloppe couleur crème avec mon nom de la main de ma mère, photographiée à côté du relevé de retrait qu'il avait financé. Il y a 2 mois, j'ai dit, toujours égal, toujours calme. Mes parents m'ont emmené déjeuner et m'ont donné un cadeau de mariage, 3 000 $ en espèces. Ils ont dit qu'ils voulaient que j'aie quelque chose à moi pour la journée. J'ai laissé cela en suspens un instant. C'est le retrait qui a financé ce cadeau. Il provenait de la ligne de crédit ouverte à mon nom 4 jours avant le déjeuner. Ils m'ont donné mon propre argent volé et m'ont demandé de les remercier. Je les ai remerciés. J'ai de très bonnes manières. Quelque part au fond de la salle, un de mes cousins a fait un petit bruit. Une inspiration brusque. Le son d'une personne regardant une image familière se réarranger en quelque chose qu'elle ne pourra jamais oublier. J'ai cliqué à nouveau. Le compte joint, les 22 000 de mes propres économies vidées par petites touches prudentes. J'ai cliqué à nouveau. Le résumé du rapprochement. Une page propre. Chaque dollar pris. La destination de chaque dollar, toute l'architecture sur une seule diapositive, de la manière dont je la présenterai à un associé de mon cabinet. Je l'avais construite pour être comprise par des gens qui ne lisent pas les feuilles de calcul parce que je connaissais mon public. Et mon public était 40 parents sur des chaises pliantes qui étaient venus pour le gâteau. Je veux décrire le visage de mon père pendant cela parce que j'avais attendu 31 ans pour le voir et je l'ai étudié comme j'étudie tout. Il n'est pas devenu rouge. C'est ce que les gens attendent. L'homme coupable devenant violet, fanfaronnant. Mon père a fait le contraire. Il est devenu immobile et pâle et très, très calme. Et j'ai reconnu ce calme parce que c'était le mien. C'était le calme d'un esprit qui s'efforce de concilier un désastre en temps réel et de trouver le seul chiffre qu'il pourrait contester. Je l'ai regardé chercher la faille dans ma présentation comme je cherche la faille dans une contrefaçon.
Et je les regardais ne pas en trouver parce qu'il n'y en avait pas parce que j'avais passé 6 mois à m'assurer qu'il n'y en avait pas. Et cela, plus que n'importe quel allaitement de la foule, a été le moment où j'ai su que j'avais gagné. Le moment où l'architecte a regardé le plan de son propre crime rendu de ma main et n'a pas pu trouver un seul mensonge porteur à retirer. La pièce était devenue complètement silencieuse. La pièce était devenue complètement silencieuse. Et dans ce silence, mon père a fait exactement ce que je savais qu'il ferait parce que les architectes cherchent toujours le même outil. Il s'est levé et il a souri du sourire du vendeur. Et il a dit de la voix chaude et raisonnable qu'il avait utilisé toute ma vie pour faire passer la vérité pour un malentendu. Que c'était une confusion, une sorte d'erreur bancaire. Delaney, ma chérie, tu es contrariée et je comprends, mais ce n'est pas l'endroit. Et c'est à ce moment-là que la femme au blazer marine s'est levée. Ce n'est pas une erreur bancaire, a dit Denise Alvarez, et elle l'a dit de la voix plate et autorisée de quelqu'un qui fait ça pour vivre et n'a pas de famille dans la pièce. Elle s'est identifiée par son nom et son titre comme analyste en fraude à la banque qui avait émis le prêt. Elle n'a pas lu de verdict. Ce n'était pas à elle de le lire, et elle me l'avait bien dit. Ce qu'elle a confirmé était plus étroit, et dans cette pièce c'était tout aussi fatal. Que j'avais déposé une déclaration formelle de vol d'identité contre ses comptes. Que la banque avait une enquête de fraude ouverte et active avec un numéro de dossier qu'elle a récité de mémoire. Que la dette avait déjà été suspendue de mon nom pendant que cette enquête se déroulait, et qu'en 11 ans elle n'avait jamais reçu de documentation aussi complète que ce que je lui avais remis. Elle n'a pointé personne du doigt. Elle n'en avait pas besoin. Elle l'a simplement consigné. Une vraie déclaration sur l'honneur, un vrai numéro de dossier, une vraie enquête, rien de tout cela n'était un malentendu, et elle a laissé cela remplir la pièce. J'ai passé toute ma carrière à attendre le moment où une affaire atterrit, et je le manque toujours parce qu'au moment où une affaire atterrit, c'est un document dans un dossier. Denise m'avait dit qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de le voir atterrir non plus. Nous l'avons vu atterrir ensemble. Nous avons vu 40 parents se tourner lentement pour regarder mon père, puis ma mère, puis Vivien dans sa robe crème. Et nous avons vu l'histoire que mon père avait jouée pendant 30 ans. L'histoire du patriarche généreux et de sa jeune fille altruiste s'effondrer en temps réel dans la seule pièce qu'il avait construite pour y être admirée. Ma mère a commencé à pleurer, le pleur spécifique qu'elle utilise comme un outil. Et une tante qui la connaissait depuis 40 ans a détourné le regard, embarrassée pour la première fois de nos vies. Vivien s'est levé si vite que sa chaise s'est renversée. Elle a fait la seule chose qu'elle ait jamais su faire, c'est-à-dire se faire passer pour la partie lésée. Comment as-tu pu me faire ça aujourd'hui, de tous les jours? Et j'ai regardé ma sœur et j'ai ressenti quelque chose auquel je ne m'attendais pas, qui n'était pas le triomphe et même pas la colère. C'était une sorte de calme. J'ai dit, Vive, tu as signé mon nom. J'ai la comparaison. Ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose aujourd'hui. C'est moi qui ai découvert en janvier et qui ai attendu 6 mois pour pouvoir le faire correctement. Et elle n'avait pas de dossier pour ça non plus. Warren Bishop, l'avocat, a dit très peu de choses, mais ce qu'il a dit portait la partie la plus mordante. Il s'est rendu visible, s'est levé, s'est présenté comme avocat, et a expliqué que les conclusions formelles seraient exposées par écrit et poursuivies par les voies légales appropriées, qu'une déclaration de vol d'identité signée était au dossier. Que le renvoi pour fraude de la banque était déjà en cours, et que toute résolution à partir de maintenant se ferait officiellement par ces voies et nulle part ailleurs. C'était sa manière douce et mortelle de dire à mon père devant tout le monde qu'il n'y aurait pas de pièces silencieuses, pas de table de règlement, pas de pépins. L'affaire était déjà hors des mains de la famille. Elle était hors de leurs mains, en fait, depuis janvier. Ils ne savaient juste pas qu'il y avait une affaire. Brett était celui que personne ne regardait, et je l'ai regardé parce que je regarde tout le monde. Il se tenait près de la chaise renversée que Vivien avait laissée, et j'ai vu la seconde exacte où l'arithmétique l'a atteint, le moment où un homme agréable et curieux a compris que la vie confortable dans laquelle il flottait, la maison, l'aisance, le mariage qu'il avait supposé que quelqu'un d'autre payait discrètement avait été construit sur un prêt falsifié au nom de la sœur de sa fiancée, et qu'il avait, bien qu'inconsciemment, été sur le point de se marier au milieu d'une enquête de fraude ouverte. Il a regardé Vivien. Il a regardé l'écran, brillant encore du résumé du rapprochement. Il a regardé la porte. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de ses fiançailles, et je n'ai pas demandé, parce que ce ne sont vraiment pas mes affaires, et parce qu'un homme qui ne s'est jamais demandé d'où venait l'argent est un homme dont le règlement de compte est à lui de le programmer. Mais j'ai noté le regard par habitude, et je vous le dis,
C'était le regard d'une personne découvrant d'un coup que le sol sur lequel elle se tenait était la propriété volée de quelqu'un d'autre. Ma mère, pendant ce temps, a intensifié ses pleurs jusqu'à leur plus haut registre, celui qui avait mis fin à 1000 disputes familiales en faisant que tout le monde se précipite pour la réconforter. Et pour la première fois de ma vie, ça n'a pas fonctionné. Les parents ne se sont pas précipités. Ils sont restés assis ou ont détourné le regard et le son des pleurs de ma mère est tombé dans un silence qui refusait de l'absorber. Et je pense que ce silence l'a effrayé plus que tout ce qui était à l'écran. La découverte que l'outil avait cessé de fonctionner, que le public pour lequel elle avait joué la comédie toute sa vie avait en un après-midi appris à lire la performance. Elle m'a regardé avec quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant, qui n'était pas de la colère et même pas du chagrin, mais une sorte de vertige. Le même vertige que j'avais ressenti dans ce salon des semaines plus tôt au centre de la machine. Le vertige d'une personne réalisant que la machine a finalement et définitivement cessé de déplacer celle qu'elle était construite pour déplacer. Je veux vous dire la chose exacte que mon père a dite parce que c'est la chose la plus vraie qu'il ait dite de toute la journée et il ne le pensait même pas. Au milieu de tout cela, avec la pièce tournée contre lui, il m'a regardé et la chaleur du vendeur avait disparu et ce qui se trouvait en dessous était une pure incrédulité. Et il a dit qu'il ne pensait pas que je regarderais jamais vraiment. C'était tout. C'était toute la confession, bien que cela ne compterait jamais comme tel dans une salle d'audience, et je n'en avais pas besoin. Je ne pensais pas que tu regarderais jamais vraiment. 31 ans à m'utiliser, à me vider, à m'assigner le rôle de la fille qui comprend et n'a besoin de rien et ne vérifiera pas. Et la chose qu'il a défait, c'est que ce mardi ordinaire de janvier, j'ai regardé. Voici la partie que les gens n'attendent pas, et c'est la partie dont je suis la plus fière, alors je vais le dire simplement. Je n'ai pas annulé le mariage parce que le mariage n'avait jamais été à eux de le déplacer ou de le prendre. C'était le mien. Il avait toujours, de manière prouvable, jusqu'au dernier reçu, été le mien. Alors après que Denise se soit assise et que Warren se soit assis et que mon père ne se soit pas assis mais soit simplement resté là, vidé, j'ai posé la télécommande et j'ai pris mon bouquet et j'ai dit à Marlène de lancer la musique et elle l'a fait. Et j'ai épousé Théo Marche dans le lieu que j'ai payé le samedi que j'ai réservé devant une famille qui était venue pour un couronnement et qui est restée pour un règlement de compte avec l'homme qui ne m'avait jamais fait choisir entre être aimé et être en sécurité. Debout à côté de moi exactement comme il l'avait promis. Je dois vous dire ce que cette cérémonie a réellement ressenti parce qu'il serait facile de laisser la révélation être toute l'histoire et ce n'était pas le cas. La révélation était l'arithmétique. La cérémonie était la réponse. Quand Marlène a lancé la musique et que j'ai finalement marché, non pas en premier par obligation, non pas mise de côté, mais simplement le jour de ma propre journée vers la personne qui m'avait choisi. Quelque chose dans ma poitrine qui était serrée depuis mes 9 ans s'est enfin relâché. J'avais passé toute ma vie à m'entendre dire que j'étais la forte comme une façon de me donner moins. Et debout à l'avant de cette salle, prononçant mes vœux d'une voix qui ne tremblait pas, j'ai compris pour la première fois que la force n'avait jamais été le problème. La force n'a jamais été la raison pour laquelle ils m'ont donné moins. Ils m'ont donné moins parce que me donner moins n'avait aucun coût. Et je venais cet après-midi-là, devant tout le monde, d'y attacher un coup. Théo m'a tenu les 2 mains et je l'ai regardé et je n'ai pas pensé à mon père dans le jardin ou aux larmes jouées de ma mère ou à la chaise renversée de ma sœur. J'ai pensé que c'était ça, être présent. Cet homme calme qui m'a demandé 3 fois si j'étais sûr et qui a ensuite dit qu'il se tiendrait juste à côté de moi et qu'il a fait. Le sang m'avait promis la sécurité toute ma vie et avait livré une signature falsifiée. Théo ne m'avait rien promis d'autre que sa présence et la livrer chaque jour. Je l'ai épousé pleinement, sans un cœur partagé, et quand ils nous ont déclarés mari et femme, les parents qui étaient restés se sont levés et ont applaudi, et j'ai décidé de croire que les applaudissements étaient réels, parce que je suis fatigué de tout auditer. Et certaines choses que vous êtes autorisés à simplement accepter. À la réception que j'avais payée jusqu'à la dernière serviette pliée, l'heure la plus étrange et la plus curative de ma vie s'est déroulée. Parce que la famille ne s'est pas, comme je m'y étais préparé, uniformément retournée contre moi. La vérité, une fois qu'elle était dans la pièce, et ne pouvait être dédite, a fait quelque chose que je n'avais pas entièrement prédit. Elle a donné la permission. Un par un, des parents sont venus me voir discrètement. Une tante qui m'a dit qu'elle les avait vus favoriser Vivien pendant 40 ans et n'avait jamais eu les mots. Un cousin qui a confié que mes parents lui avaient aussi emprunté de l'argent une fois et ne l'avaient jamais remboursé et qu'il avait supposé être le seul. Une voisine âgée qui m'a pris la main et a dit simplement que j'étais toujours celle qui était vraiment là. Qu'ils avaient vu.
qu'ils n'avaient juste rien dit. J'ai recueilli cela comme je recueille tout, mais cette fois sans la froideur, parce que j'ai réalisé que ce n'était plus des témoignages. L'affaire était close. C'était juste des gens qui disaient enfin la vérité dans une pièce où la vérité avait eu de la place. J'avais passé 6 mois à construire un dossier béton pour forcer un moment de lumière du jour. Et la lumière du jour, une fois venue, s'est avérée assez grande pour que d'autres personnes y entrent. Cela m'a surprise plus que tout. J'avais pensé que je ne me sauvais que moi-même. Certains des parents sont partis. La plupart d'entre eux, à ma grande surprise, sont restés, et plus d'un d'entre eux m'a trouvé par la suite, discrètement, pour me dire qu'ils avaient toujours soupçonné. Toujours senti que quelque chose clochait dans la façon dont la famille traitait ses 2 filles et n'avait rien dit et en était désolé. J'ai recueilli ces excuses comme je recueille tout, sans beaucoup de chaleur. Les gens qui regardent une injustice pendant 30 ans et ne parlent qu'une fois que quelqu'un d'autre l'a prouvé ne sont pas des héros. Mais ils sont des témoins. Et j'ai appris à apprécier un témoin. Mes parents ne sont pas restés. Mon père est sorti dans le jardin et n'est pas revenu. Et ma mère l'a suivi, continuant à jouer la comédie des pleurs devant un public qui avait cessé d'acheter des billets. Vivien est restée le plus longtemps, curieusement, non pas par remords, je pense, mais parce qu'elle ne pouvait vraiment pas comprendre un monde dans lequel la sœur fiable avait détenu les cartes gagnantes tout ce temps. Elle est partie sans me reparler. Je n'ai parlé à aucun d'entre eux depuis, sauf par l'intermédiaire de Warren. Le prêt et la ligne de crédit ont été formellement retirés de mon nom. Mon crédit, la chose qui est discrètement essentielle à la carrière que j'ai construite seule, en est sorti indemne. Plus propre d'une manière étrange parce que maintenant il y a un verdict de fraude documenté qui le justifie entièrement. Les 22 000 du compte joint font partie du renvoi. Que je les revoie un jour m'importe moins que le fait qu'ils soient consignés à l'encre comme quelque chose qui a été pris et non donné. La banque a poursuivi les véritables emprunteurs. Je laisserai les canaux appropriés faire ce que les canaux appropriés font. Je suis, après tout, une personne patiente professionnellement. Dans les mois qui ont suivi, la vie a fait le travail tranquille et peu glamour qui suit chaque règlement de compte. Le verdict formel de fraude s'est clôturé exactement quand je l'avais demandé, et la passation en perte et profit n'a jamais eu lieu. J'ai battu cette horloge de 9 jours, ce que je sais parce que j'ai compté, parce que compter est ma façon de dormir. Mon rapport de crédit est impeccable et agrafé à celui-ci métaphoriquement se trouve une décision de fraude documentée qui signifie qu'aucune vérification d'antécédents pour le reste de ma carrière ne soulèvera jamais un sourcil qu'elle ne peut pas immédiatement abaisser. Le renvoi de la banque a suivi les canaux que de telles choses suivent. Et Warren gère la correspondance pour que je n'ai pas à le faire, ce qui est sa propre forme de paix. Je n'ai pas eu à me disputer avec ma famille une seule fois parce que je ne me dispute plus jamais avec des gens qui ne veulent pas se disputer avec une feuille de calcul. Les conséquences qui attendent mes parents et ma sœur ne sont pas des conséquences que je dois livrer en main propre. Je les ai livrées une fois un samedi dans un jardin avec un pointeur laser. Le reste est administratif. Ma mère m'a écrit une lettre environ 2 mois après le mariage. J'ai reconnu son écriture sur l'enveloppe, la même écriture qui avait écrit mon nom sur une enveloppe crème pleine de mon propre argent volé, et je suis resté assise avec elle non ouverte pendant une journée entière avant de la lire. Et quand je l'ai lue, c'était exactement ce que je savais que ce serait. Pas des excuses, une négociation déguisée en chagrin. Des pages sur tout ce qu'ils avaient sacrifié pour leurs 2 filles, sur la façon dont j'avais humilié la famille, sur le fait que la famille pardonne, sur le fait qu'un jour je comprendrai quand j'aurai des enfants à moi. Il y avait un paragraphe vers la fin qui demandait doucement, comme une pensée après coup, de la manière dont on demanderait à emprunter une échelle, si je pourrais envisager d'aider à faire disparaître la situation bancaire puisque cela nous déchirait. Même maintenant, même après tout, la dernière ligne d'une lettre sur l'amour était une demande pour faire disparaître les preuves. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai classé la lettre parce que je classe tout et parce qu'une lettre qui demande à une victime de fraude d'enterrer la fraude est à sa manière une pièce à conviction de plus. Une confession écrite dans le langage d'une mère qui ne peut toujours pas imaginer que le comte a finalement commencé à surveiller ses propres relevés. J'ai beaucoup pensé au pardon parce que les gens en parlent comme les gens le font, comme si c'était quelque chose que je devais. Et voici où j'en suis arrivé, et je l'offre à quiconque se trouve là où je me trouvais. Le pardon n'est pas la même chose que l'accès. Je peux ne souhaiter aucun mal spécifique à mes parents. Je ne m'assois vraiment pas en espérant leur souffrance. Je suis bien trop occupé pour ça et pourtant je ne leur remettrai plus jamais les clés de quoi que ce soit que j'ai construit.
L'erreur que j'ai commise pendant 31 ans a été de croire qu'aimer ma famille signifiait laisser la porte déverrouillée. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez aimer les gens de derrière une porte verrouillée. Vous pouvez leur souhaiter la paix et les garder hors de l'acte de propriété. La fille fiable a passé 3 décennies à confondre ses mains ouvertes avec une vertu alors qu'elle n'était qu'une vulnérabilité dont ma famille avait appris à puiser. J'ai de meilleures mains maintenant. J'aide toujours les gens. J'ai aidé un étranger à effacer une fraude du compte de son père âgé le mois dernier pro bono parce que je sais exactement ce que cette peur particulière ressent à 2 heures du matin. Mais je choisis maintenant. L'aide est une décision que je prends, pas une dette que je suis né en devant. Et cela, plus que le rapport de crédit impeccable, plus que le mariage, plus que le regard sur le visage de mon père, est la chose que j'ai réellement gagnée. Les gens me demandent, les quelques personnes à qui je l'ai dit, si je me sens mal de l'avoir fait de cette façon au mariage, devant tout le monde. Et je comprends la question parce que nous sommes tous élevés avec l'idée que la famille est la pièce où vous êtes censé être en sécurité, où vous ne gardez pas de dossier, où vous donnez aux gens le bénéfice du doute. Mais voici ce que j'ai appris, et c'est la chose que je donnerais à quiconque assis là où j'étais assis ce mardi froid de janvier, regardant 2 comptes qu'ils n'ont jamais ouverts. Le bénéfice du doute est un cadeau, et les cadeaux sont pour les gens qui ne vous voleraient pas. Ma famille avait passé 31 ans à m'apprendre que mon rôle était de donner sans vérifier. Et le jour où j'ai vérifié, tout ce qu'ils avaient construit sur ma non-vérification s'est effondré. Ce n'était pas de la cruauté de ma part. C'était l'arithmétique enfin autorisée à se terminer. Je n'ai pas battu mon père avec un meilleur discours ou ne l'ai pas surpris en pleine confession ou n'ai pas été sauvé par un coup de chance à la dernière seconde. Je veux être clair à ce sujet parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et prétendre que c'est le cas blesse les gens. Je l'ai battu de la seule manière dont on bat réellement un homme comme ça, avec des documents qu'il ne pouvait pas contester. Vérifié par quelqu'un qui n'avait aucune raison de mentir pour moi dans une pièce qu'il ne pouvait pas réécrire sur un calendrier que je contrôlais. Je l'ai battu avec la compétence exacte qu'il avait passé toute ma vie à appeler une blague. Jouer avec des feuilles de calcul, quelque chose avec les impôts. C'est la partie que je soulignerai pour quiconque a déjà été le fiable, le capable, celui dont la compétence est devenue la raison pour laquelle on lui a donné moins. La chose même que votre famille diminue en vous est généralement la chose qui vous libérera un jour précisément parce qu'ils l'ont diminuée. Parce qu'ils ne se sont jamais donné la peine d'apprendre ce qu'elle pouvait faire. Ils ne l'ont jamais vu venir. Mon père a passé 31 ans si certain que mon travail était indigne de sa compréhension qu'il a commis sa fraude directement devant la seule personne sur Terre professionnellement formée pour la démêler. Il a volé un expert comptable judiciaire et a supposé qu'elle n'auditerait jamais le vol. Le mépris l'a rendu négligent. Chaque fois qu'il appelait ma carrière une blague, il baissait sans le savoir sa garde contre l'arme exacte qui mettrait fin à ses jours. Je n'ai pas eu à devenir quelqu'un de nouveau pour vaincre ma famille. J'ai seulement eu à devenir pleinement et sans excuse la personne qu'ils avaient toujours refusé de prendre au sérieux. Alors quand ma sœur s'est penchée à la répétition et a sifflé pour me demander pourquoi je ne me battais pas, la vérité est que je me battais depuis janvier. Je me battais de la manière la plus silencieuse possible, une ligne rapprochée à la fois pendant 6 mois pendant qu'il pensait que je pliais. Et quand j'ai souri et lui ai dit que samedi n'était pas le jour qu'elle pensait, je le pensais aussi littéralement que tout ce que j'ai jamais dit. Elle pensait que samedi était le jour où sa famille lui remettrait enfin mon mariage. C'était le jour où les chiffres ont fini de parler. Et les chiffres, contrairement aux gens qui m'ont élevé, ne m'ont jamais menti en face une seule fois. J'ai épousé l'homme qui se tenait à côté de moi. J'ai gardé mon nom propre. Et j'ai appris à 31 ans, debout dans un jardin que j'ai payé, que la famille dans laquelle on est né que le premier ensemble de données qu'on vous donne. Et vous êtes autorisé, une fois que vous êtes assez grand pour lire les relevés, à le rapprocher de la vérité. Le mien ne balançait pas, alors j'ai fermé le compte. Samedi n'était pas le jour qu'il pensait. C'était le mien. Il a toujours été, de manière prouvable, le mien.